Euh, bon, bah, bienvenue à vous dans ce sixième, sixième épisode de Phosphorus. Officiellement, c'est la série avec le plus d'assiduité que j'ai jamais faite et je m'étonne de moi-même. Comme d'habitude et comme toujours, et probablement que ça risque pas de changer parce que personne ne veut de nous, on est avec Abzak et CC Gauche. Donc Abzak qui est au fond là-bas en train de Bon, méditer sur un tapis. bonjour. Et CC Gauche qui est assis tranquillement sur un canapé là où il va être, là où on va débattre donc. Non, non, Aujourd'hui, je suis pas en train de méditer, je suis en train de regarder le chat. mais tu peux méditer en regardant le chat si tu veux. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler des données, du traitement de nos données personnelles par l'intelligence artificielle et de l'interprétation, enfin, en général des données de l'intelligence artificielle, des médias, etc. Euh, Je pense qu'on est prêt à commencer. Je vais m'asseoir sur mon joli petit fauteuil qui se trouve juste là. Hop, voilà. Bonjour Abza, qui est juste là. On le voit derrière. Oui, Le petit cachotier. Ah, il y a juste ma petite attends, main qui dépasse. je me remets à méditer. On peut, on pourra voir Abzak dans le fond du coup. Euh, Essayer de trouver Abzak. Bref. Bref. Bon bah bonjour CC Gauche, comme d'hab. Bonjour. Ça va bien déjà? Parce que je sais pas. Ouais, ça va, ça va. Je sais que il galère un peu à essayer de mettre en place la machine d'assistant et je le remercie déjà beaucoup parce qu'il fait beaucoup pour la machine d'assistant. Pour ceux qui ne savent pas, la machine d'assistant, c'est ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des données de l'intelligence artificielle. Alors pour le coup, il n'y a pas grand-chose à définir sur ce thème-là. J'ai essayé de me dire, est-ce qu'on pourrait se donner une définition à l'intelligence artificielle, mais au final, pour le coup, l'intelligence artificielle, c'est pas plus une définition que un concept assez clair et déjà très précis dans la tête de pas mal de gens, mais il y a quand même, je pense, des choses à bien différencier. Euh, donc je pense qu'on peut commencer par essayer. Je sors mon plan. Je pense qu'on peut essayer par commencer par se donner une explication de qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je sais que tu t'y connais un peu dans ce domaine-là. Pas énormément, Ouais, mais ça va. je sais que voilà, hein, t'es un, Je bricole un peu. tu bricoles un peu dans tous les domaines ce qui touche à l'informatique, donc l'intelligence artificielle, t'as déjà bricolé. Euh, donc, bah, je te laisse faire une petite explication de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors déjà, par intelligence artificielle, il faut savoir ce qu'on entend. Parce que souvent, les gens, ils pensent au machine learning. Donc c'est l'application de l'intelligence artificielle sur les ordinateurs. Mais on peut tout à fait imaginer des algorithmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas basés sur un apprentissage. Par exemple, un algorithme tout bête qui résout un morpion, même s'il n'y a aucune intelligence, c'est-à-dire aucun apprentissage derrière, ça reste de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on a créé quelque chose pour résoudre un problème. Donc, Ok. je pense que ce que tu vas entendre par là, c'est l'apprentissage automatisé, Ça, c'est donc le le deep machine learning, learning. ouais. Justement, on allait le faire. Donc, en fait, c'est un ensemble de techniques qui permettent de donner des données en entrée en algorithme et de lui permettre de trouver le lien entre ces données et la sortie qu'on veut qu'il nous réponde. Donc, on va prendre l'exemple d'un jeu. Donc, la bonne sortie serait gagner le jeu et les entrées seraient du coup ce qu'il doit taper au clavier. Et du coup, on va l'entraîner avec plusieurs fois les bonnes parties pour qu'il puisse déduire lui-même ce qu'il faut jouer. C'est ça. Par exemple, pour les échecs, c'est ce qui a été Mais fait, le en Go fait, aussi. alors j'avais récemment compris un concept que j'avais pas parce que dans mes yeux, deep learning, intelligence artificielle et j'ai oublié et algorithme et le troisième terme, c'était un peu la même chose, c'était dans le même paquet, enfin pas algorithme, mais bon. C'est-à-dire que dans tous les cas, à mes yeux, c'était juste apprendre, avoir un programme qui s'améliore de lui-même. C'est pas forcément le cas. Bah, il y a une grande différence en fait. Tout en bas de l'échelle des algorithmes, il y a les algorithmes classiques, c'est-à-dire que c'est une instruction linéaire, hein. Il y a une entrée, il y a une sortie, il y a des choses qui sont entre les deux et qui sont du code et c'est prévu et ça va jamais changer.
Ensuite, tu as les algorithmes études statistiques. Je sais pas ce qu'il m'avait raconté, mais tu as les algorithmes qui vont être un peu chaotiques dans leur fonctionnement selon les entrées. Donc si on rentre des entrées, le résultat peut être complètement différent d'une entrée relativement C'est similaire. des algorithmes associatifs. Ça Associatif. associe une entrée à une sortie. Ok. Et les derniers algorithmes, donc qui intéressent un peu plus aujourd'hui, c'est les algorithmes d'intelligence artificielle, enfin d'intelligence artificielle de deep learning justement, qui vont en fait avoir des algorithmes qui vont au début avec des entrées et des sorties générer n'importe quoi, mais au fur et à mesure qu'on les entraîne sur des entrées et des sorties, vont essayer d'avoir une sortie qui correspond mieux à ce qu'on voudrait. Et ils sont assez utiles dans tout ce qui concerne les emplacements où on ne sait pas, nous, créer des algorithmes pour ça. Par exemple, non? Non, non, vas-y, continue. Ok. Par exemple, autant dans une partie de Morpion, on peut créer un algorithme assez linéaire qui va prendre le tableau de bord et en sortir le meilleur coup possible, parce qu'il y a peu de combinaisons, on les connaît tous, on connaît les tactiques pour gagner. Mais dans un cas d'un jeu d'échecs, il y a tellement de combinaisons possibles et de fins possibles que on peut pas écrire nous-mêmes un algorithme parfait qui permet de gagner. Donc à la place, on va plutôt faire une intelligence artificielle qui va essayer C'est un peu d'apprendre. faux ça. IBM avec, je ne sais plus du nom exact de cette machine, mais en 1990, ils avaient réussi à battre le meilleur joueur du monde aux échecs sans intelligence artificielle. Avec juste un algorithme précodé. Oui, oui, Vraiment. oui, c'est ça. Oh, c'est, mais T'as utilisé la recherche par arbre. mais c'est qui les ingénieurs qui ont codé cet algorithme? Bah, c'était une grosse machine de bourrin. Elle calculait, je crois, c'était 300 billions de combinaisons à la seconde. C'était Ah oui, complètement mais au démentiel. final, c'était Ta du. caméra, elle est un petit peu basse, par contre. Et Le en qui? fait, De qui? Le micro de il y a qui? beaucoup De de. toi. Le mien? Ok. Oui. Monter. Hop. Ça devrait être mieux. Euh, oui, mais dans le sens où si on prend un jeu encore plus complexe que les échecs, Le Go. Le voilà, Go, là, le c'est. Go, si Oui. tu veux, il y a même plus complexe si on prend des jeux, par exemple, avec une grande subtilité, genre si on prend des jeux de 3D, où on ne donne que l'écran en entrée et en sortie, il faut juste les appuis de touche de clavier, Ça, aujourd'hui, on sait devient. pas le faire. Aujourd'hui, on sait pas le faire, ça, hein, Ouais, c'est ça. sur des jeux relativement complexes. Ouais, c'est ça. Mais Euh, je pense le domaine où l'apprentissage automatisé s'est fait connaître, c'est dans la reconnaissance d'images. oui, Donc mais tous les ans, il y a un concours de reconnaissance d'images. Et un jour, il y a quelque chose d'incroyable. Un algorithme par apprentissage automatique a battu tous les algorithmes existants. Et de vraiment beaucoup, beaucoup. Donc il y a eu un grand engouement là-dedans. D'ailleurs, c'est aussi ce test qui a mis en évidence les avantages du deep learning, parce que personne n'y croyait au début. Et un algorithme utilisant du deep learning s'est retrouvé premier une année. Et depuis, bah, tout le monde fait ça. ouais. Donc maintenant que les viewers savent un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, le deep learning et les algorithmes assez classiques, Ah oui, je vais rajouter quelque chose. Oui. Il faut surtout pas mélanger deep learning de apprentissage évolutif. Donc, par exemple, quand on veut connaître avec un dataset, donc c'est une liste d'entrée, une sortie, on va utiliser ce qu'on appelle du deep learning. Donc, on prend une image, on lui donne tous les pixels en entrée, on veut savoir si c'est un avion, une plante ou une orange. Par contre, on va prendre l'exemple d'un feed Facebook. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir des posts qui vont être proposés, et si tu cliques dessus, l'IA va être récompensée. Et du coup, ça va renforcer le fait qu'elle ait bien fait les choses. Donc là, c'est pas du deep learning du tout. Ça s'appelle l'apprentissage par renforcement ou apprentissage évolutif. Bah, en fait, l'apprentissage par renforcement est une branche du deep learning, non? C'est Non, juste un ça n'a type, aucun rapport. c'est un type d'IA, En fait, non? Un le type deep d'IA de learning deep learning. le deep learning se base sur le fait qu'on va prendre un réseau avec beaucoup de neurones. On va appliquer la régression linéaire. Donc, le principe, c'est qu'on va un peu tweaker les valeurs des neurones jusqu'à trouver un truc qui fonctionne bien. Alors que l'apprentissage évolutif, c'est on va forcer des données en entrée, on va dupliquer l'algorithme, on va regarder celui qui donne la meilleure proposition. Ah oui, donc c'est Et on parce va qu'en fait, sélectionner. je pensais dans le cas du feed Facebook qu'on parlait d'une IA deep learning qui te proposait le truc. Mais en fait, c'est En donc fait, plusieurs deep learning, IA qui sont générées en même temps et c'est la meilleure qui est réussie, qui est gardée et pareil, avec ses génomes, c'est on multiplie. c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, le circuit de neurones de ton Facebook, si jamais tu cliques sur un post, et ben le circuit de neurones qui était activé pour donner ce post-là, il va être récompensé, donc il va avoir plus d'importance dans la décision.
Et ceux qui n'ont pas été sélectionnés ou que tu n'as pas apprécié, ils vont être rétrogradés dans les décisions. Et petit à petit, comme ça affine ça affine un peu ce que tu vas voir. Ok, On va dire, c'est du deep learning parce qu'il y a des réseaux profonds de neurones, d'accord, mais en fait, mais il y en c'est a pas le deep plusieurs. learning comme ce qu'on entend. C'est ça, c'est pas un réseau de neurones qui fait plusieurs actions et que le même réseau de neurones on le modifie, c'est en fait plusieurs réseaux de neurones qui sont en compète et qui vont essayer d'être à chaque fois meilleurs que les autres. C'est à peu près ça, quoi. Des fois, c'est même encore plus fou, c'est une partie du réseau de neurones qui va tout compéter avec une autre. Ouais. C'est-à-dire Mais que là, ils vont pour le donner coup, je pense plusieurs choix. que ça devient Ça, peut-être c'est un peu exotique. Euh, Bien, donc maintenant qu'on a expliqué rapido le fonctionnement d'une IA, histoire au moins de mettre les viewers au courant, j'aimerais te parler de quelque chose d'assez sombre du côté de l'intelligence artificielle. C'est la récupération des données. Alors pour le deep learning seulement. Le deep learning, donc il faut prendre des données d'entrée et avoir des données de sortie pour qu'après, selon n'importe quelle donnée d'entrée, il nous sorte la donnée de sortie qui correspond. Bref, à peu près. Euh, mais du coup, il faut les récolter, ces données. Et on parle souvent de grandes quantités, surtout si les concepts sont un peu complexes. Par exemple, si on parle de reconnaître entre un chien et une voiture, bon, il n'y a pas forcément besoin de plus de 2000 images. Peut-être, ça marchera. Même moins, probablement. Là, je sais pas, c'est toi qui me diras. Ouais, ça dépend après. Hein. Ouais. Si tu as juste un chien et une voiture, ça peut aller, mais si tu rajoutes d'autres trucs autour, oui, il va Voilà. falloir plus Et d'images après, pour mieux les le problème, différencier. c'est que si Et c'est on, le taux de réussite que tu veux aussi. Hein. c'est ça, si on veut vraiment beaucoup d'éléments différents, ça peut rapidement demander des données énormes à avoir. Et, euh, et ces données-là sont du coup récoltées de manière parfois un peu, euh, disons, non, je cherche le mot. Pas très éthique. Pas très éthique, voilà. Alors j'ai deux exemples en tête. J'ai d'abord les IA de... Malheureusement, ça me fait un peu de mal de dire ça, mais le groupe de OpenIA et le groupe de Google avec ses CAPTCHA. Alors, Ah, les captures. Oh là ouais, là. les CAPTCHA. Les CAPTCHA de Google sont les pires, mais bon, Quelle honte. on va en parler. Vous avez tous, probablement en surfant sur Internet, croisé une petite boîte où il y a marqué «Je ne suis pas un robot», cliquez la case, et puis après il y a un mini-jeu, littéralement, où vous devez sélectionner des images de voitures. En fait, ce qui se passe quand vous faites ce mini-jeu, c'est que à la fois, vous êtes en combat contre une IA qui a pour but de reconnaître des images de voitures, donc vous sélectionnez des cases, et si vous avez le même résultat que l'IA, eh ben vous avez gagné, vous n'êtes pas un robot parce que vous êtes une IA plus poussée que l'IA la plus poussée, en gros, c'est à peu près ça l'idée. Mais le truc, c'est que au fur et à mesure que plus de monde remplit des captchas, eh ben ça fait plus de données traitées et vérifiées, et donc ça fait après plus de données pour à nouveau remplir l'IA et l'améliorer. Donc en fait, c'est une sorte de boucle positive, même si au final on récolte des données sur nous sans le vouloir. C'est une boucle positive où l'IA va proposer des challenges, voir les résultats, se rentraîner, proposer des challenges, voir les résultats, se rentraîner, etc. Le problème, c'est que quand on remplit des captchas, on ne sait pas qu'en fait, ces données d'image vont être à nouveau récupérées pour améliorer le captcha, etc. Je sais pas si éthiquement, toi, t'as un avis dessus. Alors, déjà, je voudrais revenir à quelque chose qui n'est pas tout à fait très précis de ce que tu as dit. Ah. C'est que Google, les challenges, c'est pas généré par une IA. C'est-à-dire que Oui, en gros, les challenges t'as sont pas Google générés Street, par les il y a IA. une Ouais. IA, une IA qui a passé dans Google Street et qui va repérer tous les numéros de rue. Donc, elle essaie de les retirer d'une image. Et ensuite, il y a une seconde qui va essayer de lire les numéros. Je prends juste l'exemple des numéros de rue. Il y a les passages piétons, les feux rouges et compagnie. Et les endroits où elle n'est pas vraiment sûre, ce qui va se passer, c'est qu'elle va l'envoyer dans la base de données de CAPTCHA. Donc là, il va y avoir mélangé avec des images qu'on connaît déjà le résultat, qui sert à vraiment vérifier si c'est un robot. Au milieu de ça, on va mixer des images où on ne sait pas. Et on va regarder sur une grande de personnes qu'est-ce qu'ils choisissent en moyenne. Et du coup, avec ça, on saura valider ou pas un résultat sans avoir besoin d'une intervention d'un employé de Google. C'est ça. Donc c'est un peu te faire travailler. C'est ça, c'est exactement moi, ça. C'est
Bah, Ça me dérange pas, tant que c'est indiqué clairement, ce qui n'est pas indiqué clairement, tant que tu peux refuser que des données contribuent à l'IA de Google, et à partir du moment où tu peux refuser, je vois pas de contre-indication. Mais ce que fait Google aujourd'hui, de te forcer, sinon, leur excuse, c'est utilise sinon pas Google Captcha. Le problème, c'est que c'est pas toi qui choisis si tu le mets sur ton navigateur ou pas, c'est le développeur du site qui te l'impose. Donc, je sais pas si tu peux changer le fait que ça envoie tes données ou pas. Ça, je sais tu n'as pas. pas le choix. Tu peux être des extensions externes, type uBlock Origin, qui peut peut-être bloquer, et encore. Je pense même pas que tu puisses le bloquer, car quand tu complètes le captcha, il envoie sur quelle image tu as cliqué. Donc il a aucun moyen de t'envoyer des images qui sont censées améliorer l'IA. En fait, il sait même pas les images qui sont censées améliorer l'IA. C'est pas les différencier, donc c'est un peu Parce sombre, je que trouve. donc là, du coup, en quelque sorte, c'est à la fois les gens très optimistes, ils te diraient, bah c'est rendre service à Google qui à la fois prévent les sites de se faire attaquer par des robots. Donc c'est à donnant. Moi, je donne un peu à Google pour empêcher que les sites Oui, soient attaqués sauf par que des robots. c'est pas le développeur du site qui donne à Google, c'est l'utilisateur. L'utilisateur devrait pas avoir en quelque sorte payé à Google pour que le site soit protégé. C'est au site de se protéger lui-même. C'est pas à l'utilisateur de devoir payer pour la protection du site, quoi. Mais il paye pas. Justement, il donne un service. Il fait Oui, un. le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Il faut savoir que si jamais toi, tu le faisais pas, ce seraient des employés de Google qui devraient le faire. Et ça demanderait beaucoup d'argent à Google. Donc, en le faisant, tu fais gagner beaucoup d'argent à Google. D'accord. Donc tu penses que c'est au final une mauvaise. Mais dans un tout, est-ce que tu conseillerais quelle méthode pour les captchas alors si parce il faut quand même des captchas d'une manière ou d'une autre. Tu conseillerais quelle méthode Les, qui n'implique pas l'intelligence artificielle? les CAPTCHA n'ont pas besoin d'intelligence artificielle, hein. C'est juste que Google a rajouté ça dedans et s'en sert pour améliorer son IA. Mais en soi, tu as plein de CAPTCHA qui n'utilisent pas de l'intelligence artificielle. Et puis même, on peut aussi voir des trucs qui sont même pas sans image. Par exemple, les CAPTCHA de Pastebin qui utilisent du texte qui est Hmm. généré. Ouais. Bon, Mais le problème que je vois avec ces captchas là, c'est que du coup moi je peux facilement créer un script qui va générer du texte, qui va entraîner une IA dessus et du coup on peut facilement les contourner au final. oui et non, car ces IA, elles ont quand même une technique qu'on appelle l'image random blurring. En gros, si on va mettre des pixels de couleur aléatoire un peu partout sur l'image, et ça, l'IA, ça fout un bordel monstre dans son circuit neuronal, ça l'empêche Ouais. de fonctionner. Et du Ouais. coup, ça donne des résultats complètement aléatoires. Ouais. C'est pour ça que, je sais, à moi, il y avait une expérience, il y avait une photo d'orange, il y a des IA qui reconnaissent les images, ils avaient modifié pile poil les bons pixels pour lui faire dire que c'était un hélicoptère. Et Ouais, toi, tu voyais toujours une orange. c'est ça. C'était- C'est aussi quelque chose qui est un sujet intéressant. Je crois pas que je l'ai noté dans mon plan alors que j'aurais dû. Euh, Avant qu'on aborde sur le fait de payer des gens pour connaître les datasets et de OpenIA, est-ce que tu penses que on peut faire confiance à l'IA? Alors, c'est très vague, mais Confiance à l'IA. Ah, là, c'est une bonne question. Ça dépend ce qu'il y a comme enjeu. Je vais prendre un exemple. Tesla, donc ils ont des voitures qui ont des IA. On a démontré que l'IA est plus performante, c'est-à-dire elle fait moins d'accidents qu'un humain. Donc à partir de ce moment-là, si tout le monde avait une voiture Tesla, il y aurait moins d'accidents. Donc l'IA est plus performante qu'un humain, on peut lui faire confiance. Mais si par contre on se met à avoir 3 accidents de suite avec une Tesla, que l'IA semble avoir des problèmes, l'IA doit être remis en cause. Après, la grande question toujours, c'est à qui revient la faute, quoi. Qui va devoir payer pour les dégâts causés par l'IA? et alors dans le cas où une IA très entraînée euh, a un problème, dans le cas où une IA très entraînée, genre dans le cas d'une Tesla, si jamais elle reconnaît pas une piétonne qui est en face parce qu'elle est habillée de la même couleur que la route et que ses capteurs de 3D marchent pas, bon bref, on sait pas. À qui la faute du coup? Parce que C'est arrivé. Le problème est arrivé en plus récemment. ah C'est-à-dire que il y avait un clochard qui était sur la rue, bon, sur un passage piéton. Et la Tesla, elle l'a pris pour un sac en papier. Du coup, elle a roulé et elle a renversé le clochard. c'est un Donc, peu... ok. le clochard, il est mort. Et Merde. Tesla a fait du coup a eu un procès de la part de l'usager de la voiture qui dit
la voiture, et Tesla leur a répondu qu'il est censé être devant le volant et freiner en Ouais. cas de situation d'urgence. Bah, Il l'a pas fait. Donc c'est de sa faute. C'était ce que dédouane l'IA. j'allais dire. C'est que l'IA, aujourd'hui, on l'utilise comme un outil, mais on peut pas encore l'utiliser comme un outil indépendant parce que, bah, comme en fait c'est un outil qu'on contrôle pas, on sait pas vraiment est-ce que tous les cas vont marcher. C'est pas une preuve mathématique, c'est plus une généralisation inconnue, quoi. C'est une statistique, quoi. C'est de la statistique exactement, mais du coup ça va arrêter de marcher. D'ailleurs, c'est pour ça que les bots qui permettent de copyright des vidéos, etc., ont forcément des moyens de report. Alors bon, je dis pas que le bot YouTube concernant le Content ID est excellent, mais je dis que en général, l'IA, on s'en sert pas pur comme décision finale, on s'en sert aussi comme moyen, comme outil pour rapidement éjecter plein de cas, mais toujours avoir la possibilité de revenir au cas où sur les cas spéciaux qui n'ont pas bien marché. Puis aussi, il faut pas négliger que l'IA, c'est utilisé pour le traitement de données de masse. Donc, Oui. des IA qui seraient impossibles de traiter par des humains. Du coup, on va extraire les cas qui nous paraissent intéressants avec une IA, qui vont ensuite être vérifiés par un humain, voire par une deuxième IA qui est peut-être plus longue à exécuter, peut-être plus moins, mais beaucoup plus précise, quoi. Donc, je sais que c'est ce que le Content ID fait. Donc, t'as une IA grossière qui va essayer de chercher s'il y a de la musique, etc. Ensuite, il y a une IA qui va tester si c'est musique copyrightée. Puis ensuite, il y a une troisième IA qui, elle, est très précise, qui va vraiment aller chercher. Et il y a un humain, au final, qui va vérifier. Mais bon. C'est un gros système bien complexe. Avant qu'on change de sujet pour la collection de données, j'avais une dernière chose à dire sur l'utilisation des IA et la confiance qu'on peut mettre dans des IA. Donc aujourd'hui, les hackers, c'est plus des personnes qui vont exploiter des failles dans les systèmes connus. Bon, pour ceux qui savent pas, les hackers, c'est pas magique, on peut pas tout exploiter. Même si une grande partie des choses sont pas codées parfaitement, on peut pas tout exploiter, c'est pas possible. Avec les IA, le problème c'est que, comme tu avais dit, on pouvait facilement changer 2-3 pixels bien choisis pour faire passer une orange d'un hélicoptère. Est-ce que du coup, il y aurait une nouvelle forme de hacking qui apparaîtrait, dont leur but est juste de essayer de contourner les systèmes des IA en modifiant le moins possible et donc en exploitant de manière inévitable les systèmes qu'on voulait pas exploiter. Par exemple, si jamais Contentin dit je modifie 2-3 éléments audio et au final ma musique à l'oreille c'est toujours la même, mais je peux quand même passer. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est quoi? Alors, je pense que c'est un vrai problème, hein. D'ailleurs, qui a déjà été essayé, hein. Sur YouTube, il y a des chaînes qui s'amusaient à poster des centaines, voire des milliers de vidéos, on va dire générées un peu aléatoirement vraiment aléatoirement, pour essayer de voir comment l'IA elle réagit à ce que tu lui mets. Et pour extraire du coup comment fonctionne l'algorithme de recommandation de YouTube. Donc ils avaient réussi. Et donc c'était plein de faux reportages où ils changeaient les couleurs à l'écran, etc. Et comme ça, ils pouvaient établir le code que YouTube adorait, quoi. Et au final, on peut se retrouver face à une reverse engineering des IA qui peut conduire à, bon, dans le cas des recommandations YouTube, c'est pas hyper grave. Par exemple, pour une Tesla, quelqu'un qui voudrait arrêter ta voiture ou la rendre folle pour te tuer, si jamais il arrive à reverse engineer assez les trucs de Tesla, il pourrait avoir son sorte un peu de QR code de plantage de la Tesla qui place en image devant ta voiture et ça la fait arrêter, accélérer ou je ne sais quoi. Pour l'instant, je crois pas vraiment qu'il y ait de cas reportés de ce genre de choses. En ce qui concerne les Tesla, je sais que sur YouTube et sur les images ça existe, mais en ce qui concerne les grosses IA, il n'y a pas encore de cas reportés. Est-ce que alors là pour le coup je sais pas et je sais pas si tu sais, mais est-ce que c'est illégal? À Kenya? Ouais. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Sébastien. Donc d'après ce que Attends, Sébastien qui est l'invité de Phosphorus 4, qui est un enseignant-chercheur dans la légalisation et le droit sur Internet. Il est professeur de droit à l'université de Poitiers. Ouais. Donc spécialisé en droit informatique en plus, donc c'est son domaine. Il expliquait que une IA, à partir du moment
où c'est un programme comme un autre, c'est soumis à la même juridiction que le reverse engineering. Donc le reverse engineering n'est pas interdit tant que c'est pas pour faire de la concurrence délibérée au site ou vous vouloir amputer son fonctionnement. Donc si jamais je sais pas, tu prends l'IA de Facebook, tu t'amuses à essayer de voir comment elle gère les images pour la rendre folle ou faire planter Facebook, dans ce cas-là, c'est fini par la loi, car tu essayes de porter atteinte au service. Mais si tu la reverse engineer seulement pour voir comment elle fonctionne et pour t'intéresser à son fonctionnement, tu as tout à fait le droit. Il n'y a rien qui t'interdit techniquement de faire ça. Ok. Donc, voir où ça se mène. Et puis, il y a un autre problème qui était soulevé. Justement, on parle beaucoup de Facebook. Hein. Mais Facebook, il arrivait quelque chose d'incroyable, assez incroyable. La première fois qu'on savait que ça existait théoriquement, il y a eu beaucoup de papiers là-dessus. On ne penserait pas que ça se produirait dans la réalité. C'est que les IA, donc évolutives, là, je parle pas du deep learning, seulement les évolutives, elles ont un système de récompense. Donc si elles font bien les choses, elles reçoivent une récompense. Et l'IA de Facebook avait trouvé un cheat code pour s'auto-récompenser. En gros, l'IA se droguait. Et du coup, on arrive à un moment où l'IA faisait plus son boulot et elle se droguait avec des micro-récompenses. Et ça faisait un cercle vicieux et l'IA, au final, c'était auto-hacké, quoi. Mm. C'était assez fou, quoi. On pensait vraiment pas que ça arriverait. Ça demandait des conditions tellement spécifiques. Mais si, ça s'est produit car, Ouais, vu le nombre de pages Facebook qu'il y a, fallait bien que ça arrive un jour. c'est ça. Et ça s'est aussi produit sur OpenIA. Et donc, c'est une très bonne transition parce que mon prochain sujet est sur OpenIA. OpenIA, qui est donc la société d'intelligence artificielle de Elon Musk. Elon Musk, que je n'ai même pas besoin de présenter, je pense. Parce que, voilà, c'est Elon Musk quand même. Donc OpenIA qui a pour but de créer des IA sécurisées pour la suite de l'humanité parce que Elon Musk est très pessimiste en ce qui concerne le fait que l'IA va tous nous remplacer et qu'on va tous mourir suite à une IA. Alors bon, c'est pas vraiment le sujet, on l'abordera juste après si tu veux. En attendant, le sujet c'est plus OpenIA. OpenIA donc pour la transition, ils avaient fait une IA qui jouait à cache-cache et elle avait réussi à détruire en fait le système de cache-cache et à détruire le code pour automatiquement gagner. Et pareil pour une main robotisée qui résolvait un Rubik's Cube, l'IA avait réussi à casser le moteur de physique 3D. Ce qui est une chose qui arrive souvent. Déjà, qu'est-ce que tu penses je me perds beaucoup dans mes sujets, mais qu'est-ce que tu penses d'utiliser l'IA pour tester si jamais il y a une faille dans un moteur de physique ou etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Oui, c'est une très bonne idée. C'est souvent fait d'ailleurs. Hein. Bon, par exemple, à prendre Unreal Engine et tout, il y a pas mal d'IA qui sont derrière pour tester les jeux, voire les optimiser. Il y a des IA optimiseuses de code qui font un meilleur travail que les algorithmes linéaires pour ça. Et je pense que c'est un domaine qui va avoir un grand essor. C'est pas encore très exploité, mais je pense qu'on va dans peu de temps voir des systèmes d'optimisation, voire de correction de bugs, etc., de recherche de failles basés sur l'IA. Je sais que déjà d'ailleurs Je sais que justement, je sais que OpenIA ils avaient fait une IA qui juste en marquant la définition d'une fonction de la codait par lui-même et c'était assez poussé. Hein. Tu pouvais définir une fonction genre donne une liste de toutes les puissances de 2 moins 3 depuis A jusqu'à B et c'était une fonction qui prenait A et B en argument et elle a réussi à la coder et bon bref c'est vraiment une bonne avancée. Et donc, tant qu'on est sur OpenIA, à moins que tu aies quelque chose à dire avant. Non, c'est bon. Okay. Tant qu'on est sur OpenIA, donc, on est toujours sur la collecte des données. Et donc, OpenIA font une politique de... en fait, OpenIA, ils ont un site pour leurs intelligences artificielles où tu peux être rémunéré pour résoudre une simple tâche, genre détermine les emplacements où il y a des personnes dans la photo, etc. Donc, ils ont un site où tu peux être rémunéré pour cette tâche, mais le problème, c'est que ce site ne paye pas du tout assez. On parle de 1 centime ou 2 centimes la dizaine de tâches, enfin, j'ai vraiment pas les chiffres en tête pour le coup. La dernière fois, on avait dit qu'avec le CAPTCHA de Google,
on pouvait facilement, on travaillait à la place des employés de Google pour faire pour automatiquement entretenir les IA. Le problème, c'est que quand on essaye de payer les gens pour faire ce boulot d'automatiquement créer des données pour les IA, au final, c'est même pire parce que du coup, ils peuvent pas avoir à manger. Enfin, ils ont pas assez pour se payer à manger. C'est vraiment limite. Je sais pas si éthiquement t'en penses quelque chose. Bah, moi, perso, la méthode d'Elon Musk me gêne absolument pas comparé à Google. Parce que t'as toujours le choix. T'es pas forcé de passer des captchas chez Elon Musk. Et en plus, on te paye déjà. C'est pas comme Google qui tu le fais gratuit et en plus tu es obligé de le faire. Eux, c'est facultatif. Et en plus, tu peux avoir une petite contrepartie de rémunération. C'est un peu comme Utip. Tu as une rémunération, tu regardes des pubs volontairement pour donner une rémunération à quelqu'un. T'es pas forcé comme sur un pré-roll YouTube où la personne en plus va mal gagner sa vie. Je pense que c'est une meilleure façon. Et puis ça paye pas beaucoup. Mais il faut savoir que pour entraîner une IA genre, sur des passages piétons, avec un niveau de sûreté suffisant pour faire tourner une Tesla, donc une voiture quand même qui a la vie des gens entre ses mains, quoi. Il faut des millions, voire des centaines de millions d'images d'entrée et de sortie. Du coup, bah, il faut quand même que ces images reviennent peu cher pour Oui, c'est je rentable. comprends. Mais le problème, c'est un peu comme le même scandale qu'il y avait avec Uber Eats et pas mal d'autres personnes. En fait, c'était une émission que j'avais regardée, je vais pas te le cacher, où il parlait à la fois de ça et de Uber Eats, et il disait que le problème, c'est que c'est pas des emplois stables, mais qu'il y a des gens qui les utilisent comme des emplois. Et de la même manière que Uber ou Uber Eats, ou Deliveroo ou tout ce que tu veux, c'est très dangereux. Certes, t'es relativement bien payé, relativement, hein, mais pour autant, c'est pas supposé être un vrai emploi, mais au final, ça en est quand même un. Et donc, je sais pas si éthiquement, le fait que, ok, oui, d'accord, c'est supposé être optionnel, mais il y a quand même des gens qui les utilisent. En gros, est-ce qu'on devrait imposer des limites d'utilisation? Genre, tu peux pas faire plus de 20 € par jour parce que c'est pas supposé être un vrai emploi ou des choses dans ce style. Bah, chacun fait comme il veut. Moi, on va dire, je suis pas pour qu'on force les gens à faire comme ils veulent. S'ils veulent vivre avec 20 € par jour, ils décident. Si jamais ça leur convient. Le problème, c'est que Enfin, c'est... on parle surtout à dire que ça crée de la Ouais, précarité. Mais les gens, s'ils veulent être dans la précarité, laissons-les dans la précarité. Ils ont le moyen d'en sortir. Mais s'ils veulent rester dedans, bah, c'est qu'ils sont heureux comme ça. Faut pas les empêcher d'être heureux comme ils veulent. Hein. ouais, mais par exemple, dans le cas des livraisons, c'est extrêmement dangereux en fait comme métier. T'as par exemple le GPS de Uber Eats qui est en fait un GPS pour voiture, donc il te fait passer par des endroits où un vélo n'est pas supposé passer. Et il y a eu des scandales sur ça. Alors moi, je suis pour laisser le choix, parce que quand on laisse le choix, c'est ta responsabilité. Mais le problème, c'est que ça pousse, en tout cas pour la plateforme Uber Eats, ça pousse au fait d'en faire plus et de faire deux trois commandes de plus pour arrondir. Et oh là là, t'as un bonus de x2 si tu fais cette commande alors que c'est sous la pluie, alors que c'est plus dangereux. Voilà, ça pousse. C'est un peu comme si ça poussait. C'est un peu comme si c'était putaclic. Ça pousse à la consommation, mais là, ça pousse à prendre des risques pour de l'argent. Bon, moi, vraiment, moi, ça me dérange pas. C'est comme si ton patron, demain, il te dit, bah, tu vas travailler jusqu'à 2 heures du matin, bah, pour avoir un petit bonus des payés double. Bah, c'est ton choix de refuser ou d'accepter. Hein. Tu as toujours le choix. Et il faut pas croire qu'il y a que ces entreprises-là qui le font. Hein. Les entreprises conventionnelles le font aussi. Donc, Hmm. Ok. faut pas jeter la pierre forcément là-dessus. C'est pas de la. Je vois pas trop le rapport non plus avec l'IA. Je pense qu'on a un peu divagué, mais Ouais, on a un peu divagué, mais c'était sur le même reportage que OpenIA et l'intérim, en fait. C'était un reportage sur l'intérim. Euh, bien. Euh, Maintenant qu'on a parlé des données et de l'intelligence artificielle, c'est peut-être intéressant de parler des traitements des données par les intelligences artificielles. Euh, Parce que on a, on a donc plein de données, on sait en utiliser, on sait comment elles sont récupérées. Maintenant, il faut savoir quoi en faire avec.
Et le problème, c'est qu'il y a certaines utilisations de l'intelligence artificielle qui est peu éthique. Euh, je pense notamment alors aux publicités ciblées dans le sens où les publicités ciblées, moi, je ne vois aucun inconvénient parce que notamment sur Google, en tout cas Google nous laisse le choix et pas mal de sites en fait légalement, je crois qu'on est obligé de laisser le choix si on veut des publicités ciblées. Mais euh, je parle plus des autres utilisations de l'IA un peu moins ouvertes. Je sais pas si t'en as. Euh, des champs d'IA qui sont limites dans la collecte de données. Plus dans le traitement des Ah, données. dans le traitement, si je vois clairement un problème, c'est dans les statistiques des assurances. En gros, Ah, aux États-Unis, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi sur le secret médical des assurances. Donc, c'est-à-dire qu'un médecin a tout à fait le droit d'être payé par une assurance pour donner ton état de santé. C'est complètement dément. Et en fait, ils utilisent des IA pour chercher des relations entre des situations de vie, le salaire que tu gagnes par an, tout comme ça, et le coût moyen que tu vas avoir sur le système de santé, pour te faire payer ton assurance plus cher en fonction du risque. Donc c'est clairement une dérive, car on touche à tes données personnelles de santé pour extrapoler comment tu vas vivre. Et je trouve ça franchement borderline. Je vais prendre un exemple. Il y avait eu le problème dans des populations de drogués qui, du coup, même s'ils avaient arrêté la drogue il y a 10 ans, genre ils avaient été arrêtés une seule fois pour avoir pris de la drogue, ils avaient un casier judiciaire. Du coup, ces IA les mettaient comme personnes à haut risque parce que les gens qui sont drogués font des overdoses. Donc, je vois vraiment un problème. Tu vas pas payer ton assurance 2000 euros par mois parce que tu as fumé un pétard quand tu étais jeune et que tu t'es fait toper par la police, quoi. ouais, c'est Franchement, comme. pas bon. Puis il y avait aussi. Alors je sais pas si on en a parlé dans le live qu'on avait fait avec Sébastien du coup. Sébastien, je l'appelle par son prénom. Où on avait. Je sais pas si c'est lui en fait qui m'avait raconté l'exemple du pot de yaourt de la personne qui tombe parce qu'il y a un pot de yaourt par terre. Et non, c'est pas ici, pas avec lui. Non, Tu te non, souviens c'était pas pas. ça. Ok, bon bah alors je vais pouvoir la raconter parce que c'est une histoire intéressante. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a glissé sur un pot de yaourt dans une dans un commerce, on va dire. J'ai oublié comment ça s'appelle, genre Auchan, tout ça. Il a glissé sur un pot de yaourt, il a décidé de porter plainte, ou même de to sue, porter plainte quoi, contre le commerce en question parce que bah, le pot de yaourt était par terre. Et t'as le commerce en question qui a utilisé ses données personnelles de carte, ou pour savoir quel, euh, quels aliments il avait acheté, et qui avait utilisé ses données personnelles pour dire oh regardez il achète beaucoup d'alcool donc il devait être certainement bourré donc c'est pas de notre faute. Bon, il y a déjà plein de choses qui vont pas bien là-dedans, mais déjà, alors moi je serais plus d'un côté préventif. Pourquoi récolter des données si après tu pourrais les utiliser pour ce genre de choses? Donc est-ce qu'il faudrait essayer de restreindre la prise de données ou de restreindre l'utilisation de ces données? Euh, alors, pour moi, c'est compliqué parce que même si tu restreins l'utilisation des données, je vais prendre l'exemple de Carrefour, donc c'est un exemple français, pareil, aux États-Unis pour une fois. Hmm. Ils ont des cartes de fidélité. Et enfin, on a découvert après par la suite que tous les magasins faisaient ça. Mais c'est Carrefour qui a été topé la main dans le Wow. sac. Donc, Wow. t'as des cartes de fidélité. Tu dois rentrer toutes tes données, donc ton numéro de téléphone, ton adresse mail, etc. Et en fait, par rapport à ce que tu achètes, il va faire un fichier hyper complet dessus et il va pouvoir te cibler très très fort. Et ce qui s'est passé, c'est que Carrefour revendait ces données-là à La Poste Média, donc c'est La Poste, ils ont une sous-filiale qui fait beaucoup de publicité, pour la publicité ciblée. C'était aussi revendu à des gens qui t'appellent au téléphone, donc des marcheurs commerciaux pour te vendre des panneaux solaires, etc., qui ciblaient les personnes âgées par rapport à ce qu'elles achetaient, etc., pour savoir si elles étaient âgées et compagnie. Et plus gravement, c'était revendu à des sociétés d'assurance, qui du coup s'en servaient pour savoir si tu consommais de l'alcool pour te faire payer plus cher parce que tu as des comportements à risque. Hmm. Donc là, ils ont été topés la main dans le sac.
Donc, ils l'avaient pas déclaré officiellement qu'ils faisaient ça. La loi française oblige de déclarer ça. Donc, ils ont eu des très très gros problèmes. Ensuite, c'est Leclerc qui était topé, puis Intermarché. Enfin, ils faisaient un peu tout ça. Et ce que je vois comme problème, c'est qu'il avait été souligné justement lors de cette enquête parlementaire, c'est que ils savaient avant même que la personne qui est enceinte sache qu'elle est enceinte. En gros. Ah, wow, ok. Ça, c'est quand même gros comme truc. Comment c'est possible? Comment ils peuvent savoir ce genre de truc même? Allô? Oula. Euh, Je crois que on a un petit problème technique avec. Ah bah oui, j'ai été. Ah bah il est parti. Ah, il est revenu. Allô? Ah, Allô, allô, allô. il y a des débats de Ok, bruit. Discord a décidé de planter. Donc je disais, Ah, du coup, il savait qu'il oui. était enceinte avant même que la personne était enceinte, car elle a arrêté d'acheter de l'alcool, elle commençait à consommer des produits qu'on sait que les femmes enceintes ont des pulsions de consommation de ça. Et du coup, ça posait de relativement gros problèmes. Car du coup, tu te retrouvais avec des pubs pour bébé avant même que tu saches que t'étais, ou des trucs pour acheter des trucs pour bébé, avant même de savoir que tu étais enceinte. Hmm, C'était un peu fou, quoi. Et hmm. aussi, il y avait eu des problèmes, on va dire, un peu plus graves, où ils savaient cibler les personnes diabétiques pour leur proposer des produits et des pubs qui jouaient sur le côté culpabilisation de la bouffe pour leur faire bouffer plus et consommer plus. Ce qui est franchement poussé à l'obésité et à des choses Je, qui sont pas bien, quoi. je pense que tout le monde se dirait que éthiquement, ça, évidemment que c'est très mauvais. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on. Déjà, ne pas le dire, c'est horrible, mais en plus, essayer de donner des informations, en conclure même des informations sur des données avant même que la personne ne le sache elle-même, c'est pas forcément ouf ouf. Ouais, donc l'un, mais je vois pas forcément dans le sens où en fait dès qu'on a des données, dès qu'une autre personne a tes données, on peut pas vraiment savoir ce qu'elle va en faire avec. Après, ça dépend qui a quelles données, mais ça peut être dangereux dans tous les cas en fait. Je vois pas un cas où c'est pas forcément dangereux de donner tes données à quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on devrait Alors tout moi, faire? je serais pour quelque chose de simple pour les données, c'est qu'il y a un contrôle d'État fait. C'est-à-dire que on a des cartes d'identité aujourd'hui, elles devraient être comme en Espagne, c'est-à-dire tes cartes d'identité devraient avoir une puce avec une clé privée pour pouvoir signer des requêtes. C'est-à-dire que par exemple, on veut savoir si tu as plus de 18 ans, bah, ta carte d'identité, hop, on la passe, on sait qu'elle est valide, on sait que c'est une carte d'identité originale, et en plus, on peut demander à l'État si tu as plus de 18 ans ou pas, sans même connaître ton âge. C'est tout l'intérêt. Et Hmm. du coup, on pourrait arriver dans des situations où on peut contrôler quel service a accès à quelle donnée. Et là, ça pourrait vraiment être intéressant. C'est-à-dire que tu peux savoir que, tiens, je sais pas, La Poste Média a accédé à ton email, ton téléphone et ton machin. Ou elle te demande un accès à tel truc, est-ce que tu veux accepter? Je vois ça. Hmm. Après, il y a beaucoup de gens qui aussi pointé ça du doigt car on pourrait se retrouver dans une situation. Je vais prendre l'exemple, on va dire, des, euh, des sites peu recommandables. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Des sites Pornographique? exactement. On Je sais est pas, sur Twitch, hein, Charazor. je sais, je sais pas s'il y a Twitch Detect. Donc, Non, non, mais t'inquiète pas, c'est pas ça qui va. donc ce genre de site, On peut on facilement va mettre dire, des est photos de chat. facilement. On peut facilement mettre des photos on peut facilement faire de la violence animale sur Twitch, donc aucun problème là-dessus. Non, c'est une blague. Bon. Du coup, ce qui peut se passer, c'est que, on va dire, l'État sait que tu fréquentes tel site, et du coup, on peut trouver la situation où l'État pourrait te ficher en fonction de tes pratiques sexuelles. Et si demain, un, un dictateur plus recommandable arrive au pouvoir, il aura la capacité de savoir si tu es juif, si tu es musulman, si tu Hmm. es, je sais pas, homosexuel, si tu es, enfin, toutes les minorités qui pourraient discriminer pour se débarrasser de toi.
et ils pourraient le faire sans même qu'on puisse rien dire, puisque c'est des fichiers qui sont déjà en place. Mais je pense que c'est pas forcément une idée qu'on peut considérer parce que dans un sens, récolter plus de... Enfin, je veux dire, dans un sens, s'il y a un dictateur qui rentre au pouvoir, il pourrait tout à fait mettre ça en place et après, du coup, t'afficher, il pourrait dire, bon, bah, je mets en place une carte d'identité avec une puce, tout le monde a cette puce, et après, du coup, je vais pouvoir discriminer une minorité. Donc, je pense pas forcément que ce Oui, soit... sauf que là, le problème, c'est que là, on le fait avec notre conscience. C'est-à-dire qu'on laisse la personne le faire. Du coup, bah, les gens, ils vont pas en avoir peur. Ils vont pas vouloir se cacher. Et le jour où ça va commencer à barder, bah, ce sera trop tard. Ils pourront plus dire non. Ils seront pas que c'est le dictateur. Enfin, car si le dictateur demande ça, bah, les gens qui sont, je sais pas, t'es musulman, tu vas éviter d'aller sur ton drive truc à cocher la case je mange que halal. Tu vas éviter de faire ça. Alors que si jamais bah, c'est mis en place par l'État et que tu coches la case je ne suis pas halal parce qu'il y a rien qui se passe mal et que le mandat suivant il y a un dictateur qui arrive, bah tu peux rien faire, t'es direct foutu en prison. C'est la fin de ta vie quoi. Hmm, je vois. Enfin, on Mais peut pas céder notre liberté. en fait, ça pose la question de est-ce qu'on peut faire confiance à l'État avec nos données? Ah pas du tout. Ah, sûrement pas. Car l'État peut-être que tu peux lui faire confiance à un instant T, mais tu peux pas le faire confiance sur la durée. Car Hmm, on sait jamais qui sera le suivant. Si tu partages ses idées, si il n'a pas des choses mauvaises en tête. c'est ça. Mais pourtant, l'État a nos données. C'est même l'État qui, par définition, nous donne le droit de vivre ici. Donc, si on peut pas faire confiance à l'État, à qui on peut faire confiance d'autre? Parce que c'est l'État, en quelque sorte, Il a nos qui nous données. fait nous. Il a nos données. Il a nos données publiques. C'est-à-dire notre nom, notre âge, notre résidence, notre numéro de téléphone. Mais il va pas savoir si tu manges du poisson le jeudi, Hmm, si tu consommes du porc ou pas, de quelle religion t'es, de quelle couleur de peau t'es. Ça, il s'en fout. ouais. Il l'a pas. Mais si jamais tu commences à avoir des fichiers là-dessus, on peut se retrouver vite dans des situations. Je voulais aussi en parler. C'est y a un film, je me souviens plus exactement du nom du film. Je crois que c'est Minority Report. Donc en gros, c'est une IA qui est capable de détecter les crimes avant même qu'ils soient commis. Et aujourd'hui, c'est utilisé aux États-Unis, ça, ce type d'IA, qui est capable de, par rapport au profil des personnes, détecter leur probabilité de faire des crimes. Et ces IA commettent des biais racistes évidents, car juste le fait que tu sois noir, t'es classé dans les personnes qui peuvent commettre des crimes, pareil si t'es musulman et compagnie, donc on se retrouve avec des biais. Enfin, les IA sont racistes. Hein. Je pense, je sais pas si t'as prévu ça dans le plan, mais aujourd'hui, on sait que les IA ont tendance à adorer les amalgames et les généralités. Quoi. Ouais, bah oui, pour une IA, c'est relativement simple. Non, Les j'ai pas petites prévu cases, ça dans le plan, mais si c'est tu veux bien. en parler, on peut en parler. Bah, les petites cases pour une IA, c'est génial parce que Bah oui, ça parce lui que permet d'avoir un résultat. Peut-être qu'il n'est pas faible à 100%, mais elle s'en fout que tu sois discriminé parce que tu es de minorité. Elle veut juste avoir bon. avoir bon à une grande probabilité et à une grande majorité, c'est pour C'est ça. ça. Donc, bah, là, on revient sur est-ce qu'on peut faire confiance aux IA. Au final, ça revient sur la question d'avant. Enfin, sur les questions d'avant. Avant le Phosphorus, on avait juste un peu parlé et il avait proposé l'idée de IA président et je pense que c'est un bon moment pour en parler. Est-ce que tu penses que l'IA comme gouvernement, ce serait une bonne idée? Automatiser le gouvernement avec une intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu entends par automatisation du gouvernement? Décris exactement ce que tu ferais. Alors, si ça tenait qu'à moi et que je devais automatiser le gouvernement, dans le sens où je ferais en sorte que je sais pas, dans le sens où je ferais en sorte que la constitution soit automatiquement mise en place par le gouvernement et que pas mal de choses soient, les décisions soient, je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de laisser des décisions politiques, genre, arrêter le traité en Irak ou donner 1 milliard à l'écologie, je sais pas, ce genre de décision politique à une intelligence artificielle. C'est plutôt ça, je pensais. Est-ce que tu penses Bah, que... il faudrait avoir des exemples et des bases de données. On n'a pas des bases de données sur qu'est-ce que ça fait de signer un traité de paix en Irak ou de faire une guerre en Irak. Du coup, Ouais, les mais IA, on a l'histoire jusqu'à ce pour qu'on a nous aider. aujourd'hui, sont inapplicables pour ça, clairement. Puis elles ont ce qu'on appelle un biais de sélection, c'est-à-dire qu'elles ont accès qu'une partie fragmentaire des informations. Du coup, elles peuvent totalement pas avoir une décision globale.
exemple, elles peuvent décider de déclarer la guerre en Irak parce que dans le passé, l'économie a fait un boom après avoir déclaré la guerre à l'Irak, sans savoir qu'en même temps, ça a causé des milliers de morts dans la population et Mm. que ça crée beaucoup d'instabilité politique. Est-ce que tu penses que du coup, il y aurait des métiers qui sont toujours sauvegardés d'être remplacés par l'IA? Parce que évidemment qu'il y en a, hein, les métiers manuels. Quoique. Euh, Par exemple, je sais que bah du coup on vient de dire que président c'est pas quelque chose qui peut être facilement remplacé par l'IA, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres métiers qui pourraient être remplacés par l'IA? Enfin, et lesquels ne pourraient pas être remplacés par l'IA aussi? Je pense qu'à long terme, ils seront en grande partie remplaçables. Et ça parce qu'ils sont remplaçables que l'IA fera un meilleur job que l'humain. Hmm. L'humain reste quand même... on est une IA, mais avec des millions et des millions et des millions de millions de millions de neurones. Du coup, on est une IA qui est en quelque sorte ultime, quoi. Après, le problème, c'est que on est, on peut faire nombre de tâches données à la seconde, quoi. On peut pas Et traiter. surtout, moi la grande différence que je vois c'est que l'IA elle est très spécialisée, elle peut avoir bien moins de neurones et bien moins de connaissances générales, mais elle est très spécialisée dans un autre domaine, comme reconnaître des images, tandis que l'humain est bien plus généraliste. Donc tous les métiers qui prennent en compte, comme je l'avais fait dans ma petite vidéo sur la multidisciplinarité, je regarde, vous viewers, si vous l'avez vu, euh, où j'avais parlé des métiers créatifs qui peuvent être en danger pour l'IA et que comment il faut réunir plusieurs créations pour avoir du mal. Je pense que ce qui fait la force de l'IA, ce qui fait la force de l'humain comparé à l'IA, ce serait en fait d'être pluridisciplinaire et d'utiliser plusieurs connaissances partout. Puis la force de l'IA, c'est l'adaptation surtout. La force de l'humain, oui, c'est on s'adapte. Mm. Demain, il y a une situation qui change. On a un cerveau qui est flexible. On sait changer ce qu'on fera, quoi. Bah, Alors que comme on est pluridisciplinaire, on sait bien s'adapter. Je pense qu'une IA comme un humain qui a qui connaît autant qu'un humain, serait aussi capable de s'adapter aussi bien. C'est juste pas physiquement faisable. après, il faut se dire que entre une IA et un neurone biologique, un neurone artificiel, il n'y a aucune différence du fonctionnement. C'est juste que Mm. l'implémentation n'est pas la Oui, même. c'est ça. Du coup, D'ailleurs, si on arrive à créer une IA avec autant de neurones qu'un humain, configuré comme un humain, techniquement, on a un humain en possession. Donc le jour ouais, où on aura suffisamment de puissance de calcul pour arriver à entraîner ces réseaux de neurones qui ont une taille... aujourd'hui, on entraîne des réseaux avec allez, quelques milliers de neurones maximum, et encore, ça devient déjà quasiment impossible. Alors, avec plusieurs millions de millions de millions de neurones, on n'y est pas tout de suite. Mais un jour, je pense, l'histoire de l'humanité, ça va arriver. On se retrouvera dans une situation où l'IA sera aussi bonne qu'un humain, voire meilleure, parce qu'en plus, on pourra spécialiser un cerveau anti-humain à une tâche, mm, ou pas s'intéresser à d'autres tâches qui sont secondaires. ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi des chercheurs qui ont réussi à prendre des vrais neurones de rats, je crois, ou de souris, et à les entraîner avec des bouts de métal donc ils n'ont pas enfoncé. Là, je généralise évidemment, mais ils ont réussi à connecter des neurones, à les entraîner pour faire une tâche, mais des vrais neurones pour le coup. Ah oui, j'ai vu ces trucs-là. C'était pas pour jouer au Snake, c'était un jeu relativement simple un peu dans le genre. Ouais, Et ils avaient connecté des électrodes à des cerveaux, à des neurones qu'ils avaient dupliqués biologiquement, c'est-à-dire qu'ils ont fait des mm. neurones de culture. Ils les avaient mis. Ouais, Ils s'étaient c'était amusés des à leur donner neurones humaines d'ailleurs. Je m'en souviens maintenant. C'est bien des neurones des humaines, mais impulsions électriques, pour les entraîner à réagir avec ces impulsions. ouais. Et les neurones étaient capables de jouer au jeu comme si c'était un des réseaux de Mm. neurones. Et on a même vu l'exemple contraire, où je crois que c'était un hématode, donc un ver relativement simple. Hein. Peut-être quelques milliers, voire peut-être dizaines de milliers de neurones, il devait avoir ce pauvre ver. Et ils ont réussi à simuler ces neurones informatiquement, et du coup à faire vivre le ver dans un monde numérique, comme le ver vivrait dans la vraie vie. Je trouve ça quand Ça même c'est assez fou. creepy. On va revenir sur le sujet qu'on avait au tout début du premier Phosphorus, où on parlait de la mort et de la conscience. Parce que là, tu as donné l'exemple d'un animal qui est mis dans un ordinateur. Donc, est-ce que tu penses qu'on pourrait créer la conscience informatiquement grâce à une intelligence artificielle? Ah, clairement, clairement, ça va arriver un jour. Bon, c'est dans un futur très, très, très éloigné, parce que simuler autant de neurones, déjà, il faudrait qu'on puisse, pour se transvaser dans un ordinateur, il faudrait qu'on puisse mesurer les poids, les connexions et tout de chaque neurone. C'est Aujourd'hui,
Impossible à faire. Clairement, c'est impossible à faire. Oui, surtout qu'il y en a Déjà, mesurer un énormément. neurone, on ne sait pas faire. Donc, Mm. en mesurer plusieurs, c'est assez compliqué. Et en plus, il faudra après les simuler, tous ces neurones. Donc, j'explique pas le bordel que ça fout. Ce serait d'une complexité démentielle. Puis par définition, étant donné que les neurones sont juste une simple molécule, enfin une simple cellule, mais en arrondi c'est extrêmement petit, et que nous on utilise plusieurs cellules pour faire une porte logique en informatique, bah forcément ça veut dire qu'on devra donner plus pour simuler informatiquement que pour simuler réellement. Alors, oui et non. Ah, Parce que on se retrouve dans un cas où on arrive à tellement graver à petit au niveau du silicium que un neurone artificiel prend moins d'espace qu'un neurone biologique. Du coup, oh, le problème, c'est que notre silicium, on ne sait pas très bien le mettre en 3D. Tu te retrouves avec une plaque 2D, alors que le cerveau, c'est une masse en 3D. Du coup, il faudra réussir à trouver des techniques. Du coup, souvent, c'est des transistors à basse consommation ou des low energy gates. En gros, c'est des portes qui s'activent peu de fois par seconde, mais qui ne chauffent pas. Du coup, tu peux en mettre en 3D, tu peux fabriquer un processeur en 3D, avec des entrées qui viennent du haut, du bas, etc. Et c'est atteindre intéressant une ça. densité supérieure à celle d'un cerveau humain. Très intéressant. Alors, j'ai la suite de notre sujet. Ça va pas être notre live le plus long parce qu'on a encore parce que c'est gauche doit partir, je crois à 18h30. Ah, Ouais, c'est à peu près ça. ok. Euh, Est-ce que tu penses, en fait, on a presque tout fait, donc on aura peut-être fini comme ce qu'il faut. Euh, Est-ce que tu penses que déjà, il faut savoir que il y a des gens qui ont réussi en fait en prenant des animations 3D/2D avec une intelligence artificielle à générer des frames en plus entre les différentes frames animées de manière à rendre le film plus fluide. Donc par exemple un film qui est fait en 15 fps en stop motion peut être grâce à une IA mis à 60 fps et visionnable très fluidement, etc. Et le rendu est d'ailleurs plutôt pas mal, j'en ai regardé certains sur YouTube notamment, on en voit de temps en temps qui pop. Euh, voilà, c'était juste une information qui était dans mes sujets, mais je sais pas si t'as quelque chose à dire dessus. Je pas grand chose. Si, j'ai une information à dire dessus. Donc, le DLSS, donc, pour ceux qui savent pas, c'est la technologie qui est de NVIDIA pour le coup. AMD a un équivalent qui s'appelle pas DLSS. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle du super sampling. En gros, on prend une image d'une résolution A et on la transforme en une résolution B. Donc, dans le cas de passer une image de 1080p en 720p, il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que quand tu veux passer d'une image de 1080p à 4K, donc tu l'entraînes en prenant plein d'images en 1080p, en 4K que tu passes en 1080p, et tu lui donnes l'entrée et la sortie. Mm. Du coup, tu lui donnes ensuite l'image en 1080p. Donc dans le cas de Nvidia, ce sera des images de jeux vidéo. Et il est capable de te régénérer l'image en 4K. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on pourrait techniquement simuler, on va dire, faire tourner des jeux à très très basse résolution. Donc là, actuellement, on doit le faire tourner en 1080p pour avoir du 4K ou en 1440p pour du 8K. Et on pourrait aller dans la situation où c'est du 144p pour avoir du 4K. Moi, je dois Mm. y aller. Alors, je pense qu'il y a quand même une limite là-dedans, quoi qu'il se passe. Et aussi, par exemple, c'est la même technique qu'ils ont utilisée dans Minecraft quand ils ont voulu essayer de trouver pack.png. Tu m'avais envoyé la vidéo, bon moi je l'avais déjà vu quand tu me l'avais envoyé, mais en gros le principe c'est qu'il y avait une petite image dans Minecraft qui était là, qui en fait faisait l'icône des serveurs inconnus, ou des maps qui n'ont pas d'icône, icône de base quoi, mais on sait jamais de quel est le monde d'où vient cette image. Donc ce qu'ils ont fait, vu que l'image était en très mauvaise résolution, ils ont entraîné une IA justement à faire ce que tu as dit, pour essayer de augmenter la résolution un peu de l'image. Sinon, j'ai un dernier sujet. Le dernier sujet, c'est comme la fantaisie de tous le veut, est-ce que c'est utile slash intéressant slash pratique d'utiliser des talkbots, des chatbots personnalisés, un peu comme dans les jeux vidéo on peut voir, qui nous parleraient et qui seraient vraiment humains avec nous. Euh,
je sais que c'est méga... je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours galéré à en créer un. Euh, et j'aurais toujours voulu avoir mon petit compagnon. Mais est-ce que ce serait utile? Est-ce que ce serait pratique? Est-ce que ce serait utilisable? Est-ce que tu vois une utilité à des talkbots personnels? Oui et non, ça dépend des cas. Je vais prendre l'exemple de Google Duplex. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une IA créée par Google qui est capable de réserver à ta place un restaurant. C'est complètement fou, il l'appelle par téléphone et il commande. Donc c'est un assemblage de plusieurs IA une qui génère les phrases à dire, une qui comprend ce que l'interlocuteur dit, l'autre qui rajoute des petites pauses, une autre qui crée une voix plus naturelle. Et pour des tâches simples, ça va, mais pour le reste, ça reste limité, quoi. Ça Là, va je, pas se là, je, connaître sur tous les sujets. là, je parle de chatbots, c'est-à-dire des IA avec qui le but n'est pas forcément un but pratique, mais plus un but de sociabiliser avec. C'est-à-dire donc, par exemple, t'as une IA avec qui, c'est une sorte d'ami numérique. Moi, je verrais une utilisation chez des patients de maladies mentales qui ont besoin de parler avec des gens et qui se sentent seuls, ou juste des gens qui se sentent seuls tout court, parce que c'est un moyen de communiquer avec une personne qui pourrait ne jamais te juger, qui pourrait, etc., tu vois. Et je trouve ça vache. Oui, je pense que ça a un intérêt. Puis je pense même au-delà même des... Je vois que j'ai des problèmes mentaux, ça peut être utilisé dans le cas du voyage vers Mars. Donc où tu as... Enfin même Ouais. au-delà. Hein. Car les problèmes de sociabilisation sont... C'est un des plus gros problèmes qu'on a quand on va aller sur Mars, envoyer des humains en tout cas. C'est justement ça, c'est que le psyché a du mal à tenir sur des mois et des mois de voyage. Du coup, ça pourrait être une solution pour contrer Mm. la En solitude. fait, voilà, tout ce qui concerne la solitude en général, là, ce genre d'IA, ce serait très bien. La dépression, les problèmes mentaux, le voyage sur Mars, la solitude en général, ce genre d'IA, c'est bien. Euh, mais le problème, c'est que il y a l'Uncanny Valley aussi. L'Uncanny Valley, c'est plus quelque chose devient humain, plus il devient étrange jusqu'au moment où il est trop ressemblant à un humain et du coup, en fait, on voit plus la différence. Mais en gros, c'est comme une courbe. Au début, si on prend un cartoon, eh ben, on va dire, oh, c'est mignon, c'est mignon. Plus ça devient réaliste, plus c'est mignon. Au bout d'un moment, paf, ça va devenir absolument horrible parce qu'on va remarquer tous les petits détails, genre le sourcil qui est un peu trop haut, et juste les proportions qui sont pas bien. Et puis après, hop, ça de nouveau à notre image et donc on voit plus la différence. Est-ce qu'avec les discussions d'IA, tu penses que ça pourrait faire la même chose? Parce que là, actuellement, de nos jours, les discussions, on les voit bien, mais parfois elles sont plus drôles qu'autre chose. Euh, je sais pas si tu penses que le même phénomène peut arriver avec des discussions. Euh, oui et non. Enfin, c'est un peu compliqué parce que T'as aucune idée? vraiment là, j'ai pas d'idée là-dessus. Non. Ok. Moi, Faut laisser le temps au temps. après voilà, là pour le coup, c'est de la recherche, c'est pas forcément quelque chose de très objectif ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a le même principe qui peut arriver. C'est juste que là, actuellement, on peut pas se donner une idée de pourquoi est-ce qu'il y aurait tel principe, parce qu'en fait, elles sont encore trop éloignées. Par exemple, s'il y a les chatbots actuels sont encore trop éloignés de quelque chose qui pourrait être vraiment vraiment ressemblant pour pouvoir dire que c'est qu'il y a ce phénomène là qui rentre en jeu. Je dirais. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Bon, moi, je vais devoir y aller. Hein. Ouais. Ah bah parfait. Écoute, on vient de finir Bon, bah, je vais vous laisser avec vos références. Hein. Oui, référence. Du coup, t'en as une avant de partir? Euh, Là-dessus, pas vraiment. Yep. Oula. Non, non, j'ai pas vraiment de référence. Ah ok. Bon, bah écoute, bah merci beaucoup d'avoir participé du coup. En attendant, je vais dire au revoir à la caméra. C'est Abzak qui me... Attends, mais Abzak qui me regarde ou il fait semblant de me regarder? Je sais pas si... il me voit probablement même pas. Parce qu'il est caché en fait derrière la caméra. Donc, comme d'habitude, je vais remonter ma caméra. Ouais bon, non, flemme parce que c'est trop compliqué. Euh, je vais reculer un peu histoire que ce soit plus logique. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé ce magnifique live Phosphorus. Si, mais Abzak est là. Mais il est parti. Attendez.
Non, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Il est voilà. où? Tout le monde va bien. Je suis ici, je suis à côté Ah de ouais, toi. waouh, waouh. Bonjour. Tu fais peur. Ouais. Oui, je sais. Et en fait, il est parti, il était tombé de la map. Oui, 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 totalement. Je suis tombé de la map, exactement. D'accord. Hop, je vais me mettre là. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live Phosphorus. Donc, comme d'habitude, c'était moi avec CC Gauche qui Qui n'est plus discutait, là. qui n'est plus là pour le coup, il n'est pas tombé de la map, il s'est déconnecté. Et avec Abzak, donc Abzak qui s'occupe donc de la rediffusion, coucou la rediffusion, et des Phosphochats et de la chaîne YouTube en général. Moi je m'occupe des lives sur Discursif. Et donc c'était épisode 6 de Phosphorus. Qui était malheureusement un petit peu plus court que d'habitude et un petit peu. Bah, Avec 1h30 un au peu moins final. de participation. 1h30 au final, c'est pas si court que Ah, ça. bon, ça va, ça va, ça va alors. 1h30 au final, c'est pas plus court que d'habitude. D'habitude, c'est plutôt genre 1h, 1h15. Ouais. En ça fait, va. parfois on fait 1 heure, parfois on fait pile poil 1 heure, parfois on fait 2 heures. Donc c'est très aléatoire, 1h30, c'est une bonne moyenne. Non, je crois Donc, qu'on en a jamais fait de live de plus de 2 heures en fait, je crois. non, bah c'était peut-être justement limite 2 heures, celui qu'on avait fait sur. C'était Ouais. lequel qu'on avait fait avec plus de 2 heures, Attends, je te dis ça tout de suite. si tu veux. Alors, c'est le réseau de données. Ouais, réseau de données, ça m'étonne pas. On avait le spécialiste, ça a duré longtemps parce que c'était Exactement. intéressant. Bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude pour le thème qu'on essaye d'annoncer en avance, quand on le connaît en avance, parce que moi personnellement ce thème-là on l'a choisi aujourd'hui, c'est sur nos Twitter et sur nos Discord, donc @abzac, @discursive, tweet, Abzac YouTube. @abzac YouTube, voilà, @discursive tweet, parce que discursive était pris par un compte anonyme, Et le con. et puis après nos deux Discord, voilà. La chaîne Voilà, YouTube mais après, Phosphorus, je crois que c'est tout. c'est tout, oui. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé, et comme d'habitude, c'était un plaisir d'avoir fait ce live avec vous. Ce serait cool si je pouvais au moins, hop, voilà, prendre ça, prendre cette tablette. Non, pas le coussin, pas le coussin, la tablette. Merci, comme ça je vais pouvoir. J'essaye de faire des trucs, hein, mais le truc c'est que à une seule main c'est vraiment pas facile. Il faut que j'achète des piles pour la deuxième main. Au pire j'arrête Voilà. comme ça. Au prochain épisode, on espère que Sipos aura pris sa deuxième pile. Oui, En tout parce cas, qu'en on fait l'espère. on m'a coupé le bras et du coup j'ai pas de ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Et je voulais inverser ça histoire qu'on. Voilà, comme ça, c'est drôle, j'adore faire comme ça. Merci beaucoup, c'était Discursif et Abzac. Tiens, regardez, c'est pas facile à contrôler. Bonjour. Voilà, comme ça. On va aller dehors. J'ai le vertige, mais c'est pas grave. Non, Bah, malheureusement, voilà. on peut pas sauter de cette tour-là. J'ai déjà essayé, malheureusement. Bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé. C'était un plaisir. Et Allez, je veux sauter. passez un excellent live. Passez une bonne journée. L'autre, il essaie de se suicider comme à l'épisode sur la mort Phosphorus 1. Merci beaucoup. Suivez nos Twitter, suivez nos Discord. C'était C'est ça. Phosphorus. Et, Discursif. et c'était plutôt intéressant. Et c'est la nouvelle devise. Allez.